assister à cette table ronde qui clôture presque l'après-midi. Donc on va échanger sur la thématique de réduction des déchets plastiques marins en faisant un focus sur les déchets plastiques du secteur de la pêche. Il y a de nombreuses études qui ont été faites depuis quelques années puisque c'est un sujet très médiatique et malheureusement où on attaque un peu, voire beaucoup, les professionnels de la pêche en disant qu'ils sont en cause dans la pollution marine. L'idée de cette table ronde, c'est bien de montrer les bonnes pratiques du secteur de la pêche et de la conchyliculture. Alors d'ores et déjà, j'excuse le comité national de la conchyliculture qui n'a pas pu être là puisqu'ils ont eu un déplacement de dernière minute à Bruxelles. Donc je présenterai succinctement les différentes opérations qui ont lieu en conchyliculture afin de dresser un rapide tableau des expériences qui sont menées. Je laisserai les différents intervenants se présenter, mais donc on aura... moi, je suis Mathilde Guéguin de la coopération maritime et on aura donc Éric Guignec, Vincent Pinatel, Théo Després. Donc, je présenterai les actions de la conchyliculture et puis Maëlys Audugé, si je ne me suis pas trompée sur la prononciation. Avant de commencer et de donner la parole aux différents intervenants, je voulais rapidement dresser le contexte réglementaire sur la partie déchets marins. Puisque ces démarches, elles ont pour but de réduire la pollution dans les océans, c'est évident, mais elles ont aussi pour but de répondre à un certain nombre de réglementations qui sont là pour réduire la pollution. Donc il y a la convention OSPAR, Oslo-Paris, au niveau européen, qui permet de mettre en place des actions pour lutter contre la pollution marine. Et il y a la convention de Barcelone, donc OSPAR c'est sur Oslo-Paris, c'est sur l'axe nord, et il y a la convention de Barcelone qui agit sur les mêmes problématiques que de pollution marine, mais en Méditerranée. Au niveau national, on a la directive cadre stratégie pour le milieu marin, pour lequel un certain nombre de mesures ont été mises en place pour essayer de réduire aussi la pollution marine. Et très récemment, puisque c'est en 2019, 2 directives européennes sont venues se rajouter à ces contraintes réglementaires. Une directive européenne relative aux installations portuaires, donc au plan de réception et de traitement des déchets, qui vise à demander aux États membres de mettre en place un peu plus de contrôle entre guillemets au niveau portuaire, notamment une collecte séparée des déchets des navires, y compris des engins de pêche laissés à l'abandon, est nécessaire afin de garantir la poursuite de leur valorisation. Donc dans le but de faire du recyclage en gros. Et puis d'essayer d'estimer un peu plus précisément les déchets qui peuvent être embarqués à bord des navires. Deuxième directive européenne qui a été votée cette année, donc celle-ci elle date de juin 2019, c'est celle qui vise à réduire l'incidence sur l'environnement de certains produits en plastique. Alors a priori ça ne concerne pas forcément le secteur de la pêche, mais en fait il s'agit des engins de pêche qui contiennent différents types de plastique. Le terme plastique c'est un peu un générique, donc il y a des termes scientifiques qui traitent de ce sujet, mais donc ils ont englobé plastique et ça concerne les engins de pêche, sachant qu'au sens de la Commission européenne sur cette directive, les engins de pêche c'est aussi les engins conchylicoles, donc ça englobe un certain nombre de produits. Et donc cette directive vise à inciter les différents États membres à mettre en place des systèmes de responsabilité élargie du producteur pour gérer au mieux les déchets du secteur de la pêche, engins de pêche. Donc cette responsabilité élargie du producteur, ça incombe au metteur en marché, à celui qui vend le produit neuf, et non pas le producteur du déchet, comme certains peuvent le comprendre. Ces 2 directives doivent être transposées dans les années à venir, au plus tard pour 2021, dans le droit national.
Donc il va falloir que l'État se saisisse de ces sujets. D'ailleurs, c'est ce qu'elle fait, avec notamment la feuille de route, en France, la feuille de route économie circulaire, qui vise à réduire les déchets en enfouissement à 0 pour 2025. Or, à l'heure actuelle, on sait que les engins de pêche sont majoritairement enfouis parce qu'on n'a pas des solutions pour tous les déchets. Ceux qui peuvent l'être valorisés, ils le sont, mais pour ceux qui ne sont pas valorisables ou pour lesquels on n'a pas développé de technologie, malheureusement, c'est enfoui. Et donc, l'État s'est saisi de cette thématique dans la loi économie circulaire à l'heure actuelle. Donc, c'est encore en cours de négociation, mais voilà, ça évolue assez rapidement. Donc, c'est pour vous donner un rapide aperçu. Pour vous montrer un peu ce qui peut se faire dans les différents secteurs, la pêche s'est mobilisée, notamment les comptoirs de la mer et les coopératives maritimes, puisqu'elles ont organisé depuis quelques années des opérations qui s'appellent Plage et Mer Propre. Et là, je vais laisser donc Éric Guignac se présenter et puis essayer de faire un rapide portrait sur la naissance de la démarche, combien de sites sont concernés, et puis un petit peu expliquer la manière dont les pêcheurs s'engagent dans cette démarche. Éric, je vous laisse. Oui, bonjour à tous. Alors, je me présente, Guignac Éric, président de la coopérative maritime de Lorient-en-Auray. Et je suis pêcheur également. Pourquoi? Parce que j'ai 7 bateaux de pêche. On a 7 bateaux, des bateaux de 13 mètres à 23 mètres, et qui s'appellent l'armement APAC à Lorient. Donc l'initiative de Plage Propre, ça fait 4 ans qu'on a mis ça en place. Pourquoi? Parce que c'est à nous, pêcheurs, de montrer l'exemple. Et le faire par l'intermédiaire des coopératives et des contrôles de la mer, il faut savoir que les coopératives et les contrôles de la mer en France, c'est détenu par les pêcheurs et les ostréiculteurs. Donc on est tous sur le littoral de Boulogne jusqu'à Saint-Jean-de-Luz. Et on a une initiative il y a 4 ans pour mettre des choses en place, pour montrer un petit peu ce qu'il fallait faire. Donc on a mis en place de ramasser les déchets sur les plages. Et c'est vrai qu'au début, on a ramassé pas mal de déchets, il y a 4-5 ans. Et à mesure des années, on voit de moins en moins de déchets. Donc c'est un point positif. Pourquoi? Parce que les gens font plus attention. Il y a beaucoup plus d'associations aussi qui le font aussi. Donc c'est bien, c'est une bonne chose. Maintenant, en tant que pêcheur, c'est vrai que la mer, c'est notre lieu de travail. Il est important que ce soit un endroit propre, un environnement, et c'est important qu'il soit bien maintenu. Et c'est important que nous, pêcheurs, on dise les choses. Et le plastique, il faut savoir que 80% des déchets en mer, ça vient de terre, malheureusement. On parle des filets, c'est vrai, c'est un sujet. C'est un sujet qui est très important parce que ça passe par là, mais 80% des déchets en mer viennent de la terre. Et demain, si on peut avoir des filets qui sont biodégradables ou moins nocifs pour la mer, évidemment, on sera les premiers à le faire. Voilà ce que je peux dire pour l'instant. Là, par rapport à la diapo, on voit aussi que sur les différentes évolutions des déchets qui sont collectés, on voyait qu'en 2016, les engins de pêche étaient dans les premiers engins qui étaient concernés sur les collectes, mais que sur les années d'après, c'était plutôt de la fragmentation de plastique. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Est-ce que ça vous paraît c'est vrai qu'à une époque, le pêcheur ne faisait pas trop attention à son environnement. Aujourd'hui, tous les bateaux de pêche ramènent des déchets, ramènent des filets. Donc je pense qu'il y a... le pêcheur, il est plus responsable. On fait attention à ce qu'on fait. Maintenant, je parle de ce que qu'on connaît. Sur la côte atlantique, on voit un peu moins de déchets qu'avant. Mais il y en a toujours. Maintenant, faut être vigilant. Faut pas faire n'importe quoi. L'idée que tu as eue là, pour amener... quand un grilleur répare un filet, c'est vrai qu'on ne pense pas à ça. Mais les petits bouts de plastique, les petits bouts de filet qu'on remet à l'eau ou on laisse sur le quai, c'est pas grand-chose. Mais cumulé sur une année, cumulé sur les nombres de pêcheurs, ça fait quelque chose. Donc son idée est pas mal. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, on va se voir après. Mais l'idée est bonne. Et il fallait y penser et je trouve ça bien. Donc
Comme je le disais tout à l'heure, on a deux grilleurs, nous, à l'armement, et on va se voir, et puis on va se mettre sur par deux grilleurs, et puis pour passer le bateau. Mais l'idée est super bonne. C'est pas grand-chose quand on coupe un filet et qu'on répare, mais tous ces petits bouts-là qui partent à la mer, c'est pas terrible du tout. Donc voilà, c'est des petites choses. C'est peut-être pas grand-chose, mais il faut qu'on avance. Et on n'est pas parfait, mais il faut qu'on évolue, ça c'est sûr. Voilà. Oui, Maëlys, on parlera tout à l'heure de son innovation, mais c'est vrai que bon, voilà, y a de nombreuses fois où les pêcheurs sont attaqués comme étant pollueurs et qui jettent leurs déchets. Vous êtes, enfin, clairement, il faut arrêter avec ce constat. Quand il y a une perte d'engin, c'est complètement un aléa météorologique et pas du tout un souhait des professionnels de polluer les océans. C'est pour ça que c'est à nous pêcheurs de montrer un petit peu, être transparent, montrer ce qu'on fait. Vous savez, le pêcheur est souvent montré du doigt, il n'y a plus de poisson dans l'eau, il y a du plastique dans l'eau. Voilà, aujourd'hui c'est ça. Du poisson, il y en a énormément. La ressource, on la gère, nous. On la gère très bien. Et la ressource est revenue, et tant mieux. Le plastique, on ramène nos déchets, on ramène le plastique, nos filets, de biofilets, on les ramène aussi. Mais il faut qu'on aille plus loin. Et c'est à nous pêcheurs, d'être transparents, d'expliquer un petit peu ce qu'on fait, et de travailler avec des gens qui sont compétents, et puis d'évoluer. Comme je le dis souvent, on n'est pas parfait, mais demain, il faut qu'on soit meilleur, tout simplement. Merci. Et si, par exemple, des gens dans la salle veulent participer à une opération plage et mer propre, elles doivent se rapprocher des comptoirs? Qu'elles se rapprochent des comptoirs de la mer. On fait ça, je ne sais plus, à mois de juin qu'on fait ça, je ne sais plus. Ouais, juin. Ça dépend. L'année dernière, c'était en avril. Voilà. Mais se rapprocher des comptoirs de la mer et puis venir nous donner un coup de main. Mais ça, c'est important de le faire. Voilà. C'est pour nous déjà et puis pour nos enfants. Se promener sur la plage, voilà, il faut avoir que du sable, il ne faut pas avoir du plastique, surtout. Et puis, malheureusement, c'est pas vrai chez nous, mais dans certaines mers, quand on voit le plastique qu'il y a sur l'eau, c'est aberrant, c'est pas normal. Là. Donc, il y a des choses à faire. Voilà. Oui, parce que c'est un constat quand même que vous faites, que vous en trouvez régulièrement dans vos chaluts, des déchets plastiques. Des sacs plastiques, des bouteilles de plastique. On voit un peu moins qu'avant. Je parle de l'Atlantique, hein. Mais il y a 10 jours, j'étais au large de la Croatie et au large du Monténégro. C'est incroyable. C'est pollué. C'est du polyestyrène, c'est du plastique partout. Mais c'est fait mal au cœur. Ouais. Donc il y a des choses à faire. Mais faisons déjà chez nous, déjà. Et puis, ce sera pas mal déjà. Ok, merci beaucoup Eric pour ce témoignage et cette explication de l'opération Plage Europe. Donc si vous voulez participer pas loin de chez vous, vous voyez qu'il y a une carte ici. Alors il me semble que vous pouvez aussi vous rapprocher d'autres territoires si vous voulez, par exemple au niveau du bassin d'Arcachon, voir si finalement une opération se monte, puisque je pense que c'est en fonction de la mobilisation aussi que les opérations peuvent se voir le jour. Pour pouvoir parler un petit peu des bonnes pratiques des pêcheurs en matière de gestion des engins de pêche, Vincent va faire une présentation de ce qui se passe sur les ports de Saint-Valaugue et de Barfleur. Donc je vais lui laisser la parole. Donc bonjour, donc je suis Vincent Pinatel, donc je suis au port de Saint-Valaugue depuis 2005. Je suis arrivé là-bas en tant que fin d'emploi jeune en environnement. Donc il y a eu un état zéro qui a été fait du port, et donc quand je suis arrivé, la majorité des solutions avaient été apportées aux problèmes environnementaux, et il restait encore la thématique des filets qui posait encore souci. Donc je vais faire une petite brève présentation du port de Saint-Va quand même, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc c'est un port qui est situé donc à l'est de la pointe du Cotentin. Donc c'est un port de plaisance et de pêche, donc 750 bateaux de plaisance et une quarantaine de bateaux de pêche, dont une vingtaine de gros chalutiers. Et parmi ceux-là, donc on a 6 fileyeurs, dont 2 qui sont vraiment exclusifs. Et puis on est 6 employés à travailler au bureau du port.
Donc il y a eu vraiment 2 périodes. Donc la période où je suis arrivé, le stockage il était vraiment anarchique sur le port de Saint-Valahougue. Donc que ce soit sur le quai ou dans un terrain en fait, qui était dédié aux pêcheurs, qui était assez éloigné du port et plutôt laissé à l'abandon. Donc on voit les photos. Donc soit ils étaient sur le quai en sac poubelle. Comme ça, on se dit que c'est bien, que ça paraît propre et tout ça, mais faut éviter de les ouvrir. C'est une horreur. Et puis c'est bien pour l'enfouissement, mais pas plus, quoi. Et en bas, vous voyez l'état du terrain des pêcheurs si on ne gère pas ça au quotidien. Et encore, là, il n'y a pas trop de déchets rajoutés par les riverains. Donc ça devient vite une décharge si ce n'est pas contrôlé, en fait. Donc dans un premier temps, on a installé une benne sur ce terrain des pêcheurs pour qu'ils y mettent leur filet, avec toutes les contraintes que ça a, parce qu'il faut quand même lever les filets, ce qui n'est pas évident. Donc au final, c'est nous qui louons des engins pour faire les manipulations. Et pareil, on se retrouvait au bout d'un moment avec des cales ou des machines à laver dans la benne. Donc il y avait un tri à refaire derrière. Donc ça devenait compliqué à gérer. En plus, on a un coût élevé parce qu'on arrivait à l'époque, donc c'était avant 2008, on était déjà à 202 € hors taxe par tonne de déchets. Et à l'époque, on avait 40 tonnes de filets à peu près en volume. Donc on a fait trouver une autre solution. Donc j'ai commencé à contacter les fabricants de filets. Ça n'avait pas l'air de les concerner beaucoup à l'époque, en tout cas. Maintenant un peu plus apparemment. Mais du coup, on a cherché une filière et on est tombé sur Filet Recyclage qui nous a proposé en fait une solution où, dans un premier temps, même il nous payait les filets, en fait, le matériau. Donc, depuis le début, je parle des filets droits, des filets en polyamide. Hein, j'ai pas précisé, mais donc le premier enlèvement a eu lieu en 2008, le 15, en fin d'année en fait. Donc il y a des conditions particulières par contre, donc il faut que les filets soient mis en big bag. Donc c'est des big bags de 2 mètres cubes. Donc il faut que les pêcheurs les nettoient aussi à l'avance, en enlevant les cordages plombés en fait, et puis d'avoir les filets d'une qualité la plus propre possible. Donc c'est les conditions, et c'est les pêcheurs qui transportent les big bags dans une zone. Donc on a trouvé une zone qui était un peu mieux située, donc près du centre de débarque de Saint-Valahougue. Donc plus contrôlé avec plus de passages, et ça a évité les débordements et de retrouver n'importe quoi sur cette zone. Et en fait les filets sont enlevés quand il y a une quantité suffisante pour remplir un smurmbork. Donc c'est l'équivalent à peu près de 40 big bags de 2 mètres cubes. Donc ça c'est la solution pour Saint-Va. Et du coup dans ce sens-là, on a rencontré, c'était en fin 2017, donc il y a Pêche Propre qui est venu pour lancer une opération pilote. Donc ils pensaient d'abord à Saint-Valahougue. Ils sont venus, puis ils ont vu que pas mal de choses étaient déjà faites. Donc finalement, ça ne servait pas à grand-chose de s'occuper de Saint-Valahougue. Et il se trouvait que dès début 2018, donc la SPL des ports de la Manche, qui regroupe plusieurs ports, récupérait le petit port de Barfleur, port d'échouage qui se situe juste à côté. Donc c'était l'occasion justement de faire une opération pilote sur ce petit port. Donc voilà, le petit port de Barfleur, donc, qui se situe à 10 km au nord de Saint-Valahougue. Donc c'est le port voisin. Donc c'est un port d'échouage, donc il est à sec à marée basse. Et on retrouve 150 bateaux de plaisance, 20 bateaux de pêche, et dedans il y a un filayeur et 8 chalutiers. Donc avant ça, il n'y avait aucune gestion des déchets sur le port, donc il n'y a même pas de benne, chacun se gérait comme il voulait. Et il y avait un terrain un petit peu à l'abandon sur la commune voisine aussi, où ils déposaient tous leurs engins de pêche, tous les restes, tout ce qui traîne en fait. Donc c'est un peu une décharge, quoi. Donc le but en fait, dès qu'on a repris le port de Barfleur, c'était de mutualiser avec Saint-Va, parce qu'il y a 10 km d'écart, et de gérer les déchets en fait en même temps, tout type de déchets en fait. Donc l'opération pilote a eu lieu du 15 mars au 30 juin 2018. Donc on ne s'est pas occupé que des filets polyamides, on a voulu aussi voir les chaluts, en fait, voir si on pouvait récupérer les chutes de chaluts. On a présenté le projet aux pêcheurs. Donc j'ai profité d'une autre réunion d'une autre thématique, parce que je pense que je représentais que la thématique environnement, j'aurais eu du mal à avoir tout le monde. Donc là j'ai profité d'une fin de réunion pour les avoir.
c'était plus facile. Et du coup, ils étaient plutôt, ils étaient plutôt positifs à ce niveau. Et je les ai rencontrés directement sur le quai après pour en discuter avec eux. Donc le projet est très bien passé, comme à Saint-Valahougue d'ailleurs. Je n'en ai pas parlé, mais c'est vrai que tous les fileyeurs ont été moteurs dès le début. Hein. Donc dans ce sens-là, en fait, on a mis un conteneur pour les chutes de chalut, un gros palox en fait qui était sur le quai, et on a donné des big bags donc aux fileyeurs de Barfleur. Et donc ensuite, il y a eu une brochure qui a été faite en fait pour les bonnes pratiques, pour expliquer surtout aux marins en fait ce qu'il fallait faire pour trier les filets, ce qu'il fallait mettre dans le palox et voilà. Donc pour faire un petit bilan rapide, donc sur la période, on a récupéré 430 kg de filets polyamides, donc via le filayeur. En chute de chalut, en fait, on était sur une mauvaise période puisque la coquille venait de se terminer. Ils ont fait une très très bonne saison, donc ils n'étaient pas pressés de reprendre la pêche. Et donc finalement, on n'a récupéré que 120 kg de chute de chalut. Donc ça a été plutôt bien respecté, à part la première semaine où ils n'ont pas trop fait attention et ils pensaient que c'était un endroit pour déposer leurs déchets. Donc, mais en recadrant, 2 semaines après, il n'y avait plus de soucis. En fait, il n'y avait plus que des chutes de chalut dedans. Donc, oui, comme je disais tout à l'heure, il y a une très bonne perception de l'opération par l'ensemble des pêcheurs, franchement. Et du coup, actuellement, ils continuent encore. Il n'y a pas eu de baisse, en fait. Même hors opération pilote, ils continuent normalement. Et du coup, ce qui reproche un peu, c'est sûrement de ne pas retrouver une filière pour l'instant pour les alaises de chalut, du coup. Parce qu'ils sont... Je pense qu'ils seraient plus motivés pour les recycler s'ils savaient que derrière, pour les récupérer, si derrière, ils savaient que c'était recyclé proprement. Donc voilà pour l'expérience de Saint-Va et Barfleur. Merci Vincent. Donc oui, c'est plutôt encourageant de voir qu'au final, cette opération a permis d'être pérennisée, puisque sur Barfleur, c'est toujours collecté. Alors c'est un filayeur, mais c'est mutualisé avec Saint-Va, si mes souvenirs sont bons. Ouais, c'est bien ça. Donc en fait, la zone de stockage, c'est celle de Saint-Va, mais donc on lui transporte ses big bags, vu que c'est un petit filayeur, donc on lui fait les manutentions. Donc ça permet de mutualiser et de massifier les flux et d'avoir une plus grande quantité pour le transporteur qui va venir collecter. Ça évite d'avoir plusieurs petits points de collecte, et puis tous les ports ne peuvent pas avoir un point de collecte, j'imagine. Non, c'est compliqué pour tous les ports. Et ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est que donc, la SPL, je dirais que le but un peu, c'est de reprendre petit à petit tous les ports du département de la Manche, et justement de pouvoir mutualiser donc les moyens pour d'autres thèmes, mais aussi pour l'environnement et par exemple pour le recyclage des filets. Ça pourrait permettre de faire un point de collecte unique pour tous les ports en fait. Donc on a bon espoir de voir que tous les ports de la SPL soient gérés de la même manière. C'est le but en fait. Ok. Pour pêche propre, en fait, c'est vrai que j'en ai pas parlé parce que on pourrait passer facilement 2 heures là-dessus en introduction. Mais donc le projet pêche propre, c'est un projet qui a été porté par la coopération maritime entre 2016 et 2018, qui visait à évaluer le gisement et les modes de gestion des engins de pêche usagés. Et ça a permis donc de voir que les plus gros gisements étaient ceux des filets et des chaluts. Et donc c'est pour ça qu'avec le port de Saint-Valahougue et de Barfleur, puisque à Saint-Valahougue, déjà les filayeurs mettaient en big bag les filets démontés, sans les cordages donc. Et on a pu mettre en place cette opération et après on a essayé de mettre en place une opération pour les chaluts, mais à l'heure actuelle on n'a pas trouvé de technique très aboutie pour la valorisation. C'est en cours, on a bon espoir de trouver. Donc si des personnes dans la salle sont au courant d'une technique qu'on ignore, et il est le bienvenu pour faire remonter l'information. Je vais donner la parole à la société Filet Fab, qui est une société qui fait du recyclage des filets de pêche. Et elle est là, ta diapo. Est-ce que ça va tourner comme ça ? Hop. Bonjour à tous, je m'appelle Théo Després et je suis l'un des cofondateurs de Filet Fab. Donc, merci à Mathilde pour cette invitation.
Donc moi, je vais vous raconter en fait l'histoire de cette première filière de recyclage de filets de pêche usagés qui s'est créée en Bretagne et comment on a réussi à créer justement cette matière singulière à partir d'un déchet qui était enfoui, incinéré, voire même oublié à certains endroits. Donc au départ, on était étudiant en design de produits, donc c'est tout ce qui est conception d'objets et dessin d'objets, etc. Et on souhaitait, donc j'étais avec Thibaut et Yann Louboutin, mes deux associés, et on souhaitait revaloriser un déchet et faire un projet commun. Et puis on était sur le port de Brest, et c'est là qu'on a vu les filets de pêche usagés. On connaissait rien du tout au filet ni au monde de la pêche, etc. Mais on s'est dit, qu'est-ce qu'ils font avec cette matière qui est à l'air oubliée sur le quai de Brest? Et il doit y avoir de la valorisation, etc. Et on s'est rendu compte qu'il n'y avait rien. Et donc, en tant que de jeunes designers, on s'est dit, on va créer un projet, tous les trois, on va essayer de collecter un peu de matière, valoriser. Donc, on était, comme je l'ai écrit, un peu dans un garage, hein, on refondait la matière avec un chalumeau, etc. Mais on essayait de trouver des petites valorisations. Et c'est comme ça en fait, que s'est créée cette expérimentation de recyclage de filets. Et ensuite, en 2016, on a eu la chance d'avoir un partenariat avec la ville de Brest. On a été invité à l'événement, je pense que ici tout le monde connaît, c'est les Fêtes Maritimes. Donc il y a tous les 4 ans, le prochain c'est en 2020, où on a pu exposer justement cette démarche de jeunes étudiants au public. Et puis il y a des acteurs locaux, des associations qui étaient déjà bien sensibilisées et des actions dans tout ce qui est recyclage de déchets, en plus du coup terre et ville. Donc super bon retour. Et on a fait le choix du coup de continuer le projet. Donc on a eu de la chance, on avait créé une association pour être aux Fêtes Maritimes, pour avoir un statut juridique. Et on a profité d'avoir ce statut pour se dire on va essayer d'aller un peu plus loin, d'aller rencontrer des acteurs qui sont liés au domaine maritime. Et donc il y a eu ce lancement en septembre 2016 d'une filière pilote au niveau de l'ouest de la Bretagne. C'est en 2018 où là tout devait, on va dire, se concrétiser. C'est-à-dire qu'on a commencé à voir un peu ce qu'il y avait comme type de filet. Au début, on pensait pouvoir tout recycler, les chaluts, les alaises, enfin les filets droits, etc. On s'est vite rendu compte qu'il fallait plus se positionner sur un type de filet pour vraiment apprendre d'où il venait, comment il était fait, etc. Donc justement, c'est là qu'on a créé ce qu'on appelle un écosystème. On s'est lié avec des partenariats régionaux, et puis également aussi avec la coopération maritime. On a fait partie du projet Pêche Propre pour essayer de comprendre vraiment c'était quoi le gisement par port, le type de pêche et ce qu'on appelle sur le temps en fait la périodicité du gisement. Par exemple, certains ports comme le Conquet, c'est quasiment toutes les 2 semaines qu'il y a une benne de 2 tonnes et demie de filets qui est collectée. À Douarnenez, c'est peut-être plus 1 ou 2 fois par an. Donc il y avait vraiment beaucoup de choses à comprendre en termes de filière, de gisement, pour s'imaginer une suite du projet. Donc on a fait ce qu'on appelle une étude de faisabilité sur ce sujet. Et c'est là qu'on est sorti aussi de nos garages, on est allé voir des labos, des personnes qui savent travailler le plastique. Au début, on a travaillé avec des composites qui à Saint-Brieuc, maintenant on travaille avec l'UBS qui est à Lorient, à Compositix. Donc on a continué et c'est là qu'il s'est bien mis en place en fin 2018 et 2019 ce qu'on appelle une industrialisation. C'est là où on s'est dit le métier de designer c'est bien, on va pouvoir faire quelques objets, mais c'est pas ces 2-3 objets qui vont résoudre tout un gisement national ou même juste régional pour recycler les filets. Et c'est pour ça qu'on a fait le choix en fin 2018 de devenir ce qu'on appelle des régénérateurs. Donc c'est vraiment ceux qui prennent un déchet et qui le refondent et qui ressortent des granulés, donc une matière première. Pour des industriels ou des entreprises qui souhaitent intégrer du plastique recyclé. Donc c'est là où on a établi ces 5-6 étapes. Donc la pêche, ça c'est les pêcheurs qui le font. Ensuite il y a la partie collecte. Donc là c'est ce qui est en train d'être travaillé actuellement sur les ports, voir est-ce que c'est des big bags, est-ce que c'est des bennes, etc. Et donc là nous on arrive là, c'est au niveau du conditionnement. Donc on fait une première valorisation de filets, c'est-à-dire que ce n'est plus un déchet, mais c'est une matière qui est conditionnée dans un big bag. Donc là on est en train de travailler aussi comment bien le faire. On a bien avancé sur cette partie-là. Il y a ensuite la partie, dans le conditionnement, on fait un peu de ce qu'on appelle du démontage, du démantèlement. Donc là, on enlève le cordage quand il en reste. Alors on travaille avec une structure d'insertion sociale pour qui nous appuie, qui viennent nous aider à préparer toute cette matière. On le fait aussi beaucoup nous-mêmes. Et après, on arrive dans ce cycle de recyclage où il y a du broyage et de la regranulation.
Et ensuite, après, il y a différentes voies possibles en fait, avec les granulés. Aujourd'hui, on sait faire des plaques en thermocompression. Ce n'est pas forcément à un niveau industriel. Donc là, on pourrait aller plus sur ce qu'on appelle de l'extrusion calendrage. Donc là, c'est vraiment sortir des plaques tout le temps. Donc ça, c'est quelque chose qui existe déjà au niveau plasturgie. Ou alors refaire du fil et pour après imaginer des produits avec les clients qu'on a. Donc ça, c'est, on va dire, le cycle simple de la régénération. Et donc c'est comme ça qu'on est arrivé en 2019 à collecter nos premières bennes du Conquet directement. Au début c'était quand même assez impressionnant, c'est vraiment 2 tonnes de filets qui arrivent devant notre entrepôt comme ça. Et il a fallu comprendre comment procéder à différentes typologies de filets, les séparer. Donc c'est à la main, donc c'est un peu sportif, mais on sépare tous les filets par couleur, par état. S'il y a du cordage, on les met de côté. Et puis si on passe une journée à tout enlever, tout démonter, et ensuite on conditionne. On a lancé ce qu'on appelle des tests industriels, donc parce que pour devenir régénérateur, il faut des machines. Et pour ça, c'est des fabricants en fait, qui les fabriquent, mais ils sont à l'étranger. Donc on travaille avec des fabricants autrichiens et allemands. On a fait un appel d'offres. En fait, on souhaite avoir une machine de régénération. Donc actuellement, en 2019, on régénère à l'étranger notre matière. Donc en fait, c'est des bennes de test. Donc là, on arrive à 4 tonnes au mois de novembre de régénérer. Et ensuite, on a réussi du coup à créer cette matière. Donc on voit bien un peu les étapes qui sont en soi assez simples. C'est du filet qui est en vrac, qu'on conditionne, qu'on broie, et après qu'on refond dans une machine pour sortir cette matière. Donc en 2019, effectivement, on arrivera à 4 tonnes régénérées. L'achat machine va se faire soit en décembre ou en janvier, ça dépend des financements. Mais en tout cas, c'est prévu pour que du coup, en 2020 ou début 2021, on arrive à une vraie production en fait, de régénération. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'en 2020, on va sous-traiter, alors soit avec nos fabricants ou avec des sous-traitants français, la partie régénération. Nous, on va pouvoir conditionner et broyer. Et le temps que la machine soit fabriquée et qu'elle arrive chez nous, on fera à l'étranger, ou en France. Ça dépend des partenariats qu'on a. Mais en tout cas, à partir de 2021, c'est sûr que tous les filets de pêche qui passeront par Filet Fabre seront régénérés en Bretagne. Et à la suite de ça, on va monter en gamme en fait en termes de collecte. Alors là, il y a marqué sans doute plus de 50 tonnes de filets, donc c'est 50 tonnes vendues. Nous, on va en collecter quasiment 2 fois plus pour avoir on va dire un regard de ce qu'on a en stock, parce qu'il y a aussi une notion de couleur qu'il faut qu'on sache, parce que la demande, elle est liée aussi à la couleur et au plastique. Et voilà, en gros, le résumé, on va dire, des 4 ans de mise en place de filière. Merci Théo pour cette expérience. Tu parlais tout à l'heure de la difficulté de traiter la matière, parce que ça fait le lien avec le travail qui est fait sur le port de Saint-Valahougue. C'est que pour pouvoir valoriser les filets en PA, en polyamide, il faut qu'ils soient démontés et qu'il n'y ait plus de cordage. C'est bien ça. Voilà, le top du top, ça serait qu'on n'ait plus de cordage et que tout soit mis en big bag et en pelote. En pelote, en pelote, je dis ça, et en final, je suis pas sûr parce qu'on a la peur de ne pas savoir ce qu'il y a dans la pelote. Et nous, il faut qu'on sache en fait, vraiment ce qu'on a dans la pelote, des métaux, du crabe, des choses comme ça, pour qu'après ça arrive dans la machine. Donc, déjà, démonter, ça serait vraiment très bien. Big bag ou ben, peu importe. Après, c'est à nous de conditionner. Et puis après, c'est à nous de faire le recyclage des filets. Parce que là, à l'heure actuelle, pour collecter les filets du Conquet, vous avez un partenariat avec le prestataire du port ? Voilà, en fait, le prestataire aujourd'hui, c'est Bioenvironnement, donc c'est un collecteur assez connu dans la région, qui lui, la seule solution qu'il a actuellement, c'est d'envoyer ça à l'étranger, parce que ses clients sont à l'étranger. Donc nous, en fait, on vient court-circuiter, enfin dire, cette filière franco-étrangère, où on a un bâtiment qui se trouve entre le Conquet et Brest. Donc en fait, la benne, elle a juste à arriver chez nous, il dépose la matière et elle repart sur un autre emplacement pour d'autres déchets. Donc c'est là où on a cette matière aujourd'hui gracieusement, donc c'est très intéressant pour nous. Ou sinon aussi, on est voisin de Filets d'Héroise, un assembleur de filets qui nous apporte aussi sa matière usée et qui lui en fait sait qu'il faut pas mettre de cordage, donc il nous offre que le filet qui n'a pas de cordage. Et c'est comme ça qu'on arrive aujourd'hui à faire notre ressource. Après, on travaille déjà avec l'île de Bas, on va travailler avec Roscoff pour augmenter en gamme, enfin en collecte. Et ça va aller. Il y a la Normandie aussi qui nous ont demandé avec Laurence de venir en mois de novembre, je crois, pour voir comment on peut récupérer justement ces filets qui sont déjà très bien préparés et qu'après on puisse les recycler l'année prochaine.
merci. Eric, vous êtes prêt à communiquer autour de vous sur l'action de Filets Fab pour qu'ils aient des filets Mais je pense que c'est plus les filets droits, non? Oui. C'est ça. Alors, mais c'est vrai que si sur l'Orient, il y a pas mal de... Vous connaissez tout le monde, alors vous pouvez... Comment? Vous connaissez tout le monde, alors vous pouvez... Oui, tout le monde non, mais c'est vrai qu'à l'Orient, il y a beaucoup de filières. C'est vrai que la démarche est très bonne. Donc oui, bien sûr. Il faut le faire, évidemment. Ouais. Merci Théo. Je donnerai la parole aux personnes de la salle après, comme ça on déroule la présentation assez simplement. Hop. Donc comme je vous disais, malheureusement le Comité national de la conchyliculture ne peut pas être présent aujourd'hui. Malgré tout, il m'avait transmis une présentation, donc je vais simplifier parce que moi je ne suis pas du tout spécialiste du monde conchylicole. L'idée c'est de vous présenter rapidement ce qui se fait dans le secteur conchylicole aussi, un peu en parallèle avec les secteurs de la pêche. Donc la profession de la conchyliculture, c'est 4254 fermes conchylicoles, 20 000 emplois. Et ça représente quand même des productions relativement importantes avec 110 000 tonnes d'huîtres, 66 000 tonnes de moules. Donc ça fait quand même un gisement et ça fait une activité économique importante. Comme vous pouvez le voir sur la carte, donc il y a des comités régionaux de conchyliculture qui sont présents sur les différentes façades maritimes Manche Atlantique et Méditerranée, avec un certain nombre d'employés. Et dans ces différents comités régionaux de la conchyliculture, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des responsables un peu des chargés d'études d'environnement, puisque pour le monde conchylicole, la problématique de pollution marine est hyper importante, puisque ça impacte très largement leur production si la pollution est présente dans les eaux de culture. Rapidement, donc à côté, il y a les différents partenaires avec lesquels travaillent les comités régionaux de la conchyliculture et le comité national. Donc il y a un certain nombre d'organismes techniques comme le SMEL, le CREAL, le SMIDAP et CEPRALMAR qui travaillent en partenariat assez proche avec les comités régionaux de la conchyliculture. D'ailleurs, vous avez une personne du SMEL présente dans la salle, donc si vous voulez un peu en savoir plus sur les actions du Synergie Mer et Littoral, vous pourrez lui poser la question. Elle est au premier rang. Après, sur les produits qui sont concernés, donc avec potentiellement la directive européenne sur les engins contenant du plastique en conchyliculture. Donc là, c'est un rapide tableau qui est dressé. Donc, encore une fois, je ne suis pas spécialiste, donc je vais me référer aux images. Donc il y a les tubes de captage qui contiennent du plastique, les coupelles de captage qui sont aussi en plastique, les poches ostréicoles et les élastiques, assez logiquement. Sachant que donc, certaines fois, il y a des poches ostréicoles qui peuvent être perdues lors d'aléas pareils de tempête. Faut bien savoir que ni dans la pêche ni dans la conchyliculture, les acteurs souhaitent se dessaisir de leurs engins volontairement. Il y a aussi les filets à carottes, les cônes. Il n'y a pas de photo pour les manchons droits, mais c'est aussi présent, les filets de catinage et les tahitiennes. Donc tous ces produits peuvent contenir du plastique. Il faut savoir que le monde conchylicole agit avec donc les professionnels conchylicoles agit au niveau national et européen. Donc ils ont mis en place un groupe de travail sur la gestion des déchets plastiques conchylicoles. Ils se sont réunis en janvier 2019, tous pour essayer de dresser un état des démarches qui ont été menées dans le monde conchylicole sur la gestion des déchets plastiques notamment. Ils ont participé à de nombreux groupes de travail, les conseils consultatifs de l'aquaculture, les conseils consultatifs des marchés, avec le but donc d'explorer l'impact des déchets plastiques sur les pêches et les acteurs du marché. Et puis au niveau régional, ils évoluent sur les pratiques d'élevage. Ils participent plus à la mise en déchetterie et au recyclage des matériaux plastiques. Ils ont des actions de ramassage des déchets sur les plages, puisque après les tempêtes et assez régulièrement, ils font des collectes de déchets sur les plages pour essayer de récupérer les engins qu'ils auraient éventuellement perdus avec la tempête. Et puis il y a des travaux de R&D sur les matériaux biosourcés
et les matériaux biodégradables sur les poches Straycol, notamment sur les coupelles. Donc quelques exemples de ces projets qui sont menés. Donc il y a eu le projet Ciplast qui travaillait sur le secteur de la pêche, mais aussi sur la conchiliculture, qui visait donc à étudier le potentiel de valorisation des déchets plastiques et des sous-produits marins. Donc c'est-à-dire ils ont fait des tests aussi, ils ont été jusqu'à de la valorisation au-delà de l'état des lieux. Ils ont été jusqu'à la valorisation pour faire des tests de broyage des coquillages, des tests de broyage des engins conchilicoles, pour voir si on pouvait recréer du plastique avec de la poudre de coquillage et du broyage de plastique recyclé, avec aussi une partie de plastique vierge dedans, mais pour réduire le pourcentage de plastique vierge dans les nouvelles productions. Il y a le lancement du projet Indigo, qui est en cours de lancement puisqu'il vient tout juste d'être validé. C'est un projet financé par les financements Interreg. Donc c'est un projet transmanche qui vise à, pareil, étudier le potentiel de biodégradabilité un peu des engins. Les comités régionaux de la conchiliculture sont engagés dans les territoires des zéro déchet, zéro gaspillage, notamment au niveau du golfe du Morbihan, donc sur le Bretagne Sud. Donc on est au bon endroit. Il y a eu aussi des actions menées sur les cônes, donc sur les engins que je vous ai montrés en photo rapidement tout à l'heure. L'idée était de remplacer les tahitiennes par des cônes numérotés pour essayer de rallonger la durée de vie. Il y a un projet Biofilet qui est mené avec le SMIDAP notamment, donc qui est aussi un centre technique qui est basé à Nantes, qui a agi sur des thématiques similaires avec ce que fait le Synergie Mer et Littoral, qui avait mené le projet Ciplast et qui va mener le projet Indigo. Et puis il y a des actions sur le programme Très Bleu avec des systèmes de bacs à marée qui permettent de collecter les déchets plastiques ou les déchets en tout genre qu'on retrouve sur les plages. Donc l'objectif était de développer ce réseau de bacs à marée pour collecter le maximum de déchets sur les plages. Et ça, c'est des actions qui sont menées conjointement avec le grand public et avec les professionnels. Et puis, il y a aussi des collectes et du recyclage qui est effectué avec la société Intermas sur les poches Straycol, puisque Intermas travaille sur la récupération des poches Straycol pour produire des poches recyclées qui sont numérotées, puisqu'il faut savoir qu'une poche Straycol recyclée ne peut pas être recyclée 1000 fois. Au bout d'un moment, le plastique perd de sa propriété. Donc, il faut bien identifier le circuit de recyclage. Et puis il y a des ramassages réguliers de déchets, comme je vous disais, après les tempêtes, notamment avec la COVED, qui sont organisés au niveau de l'étang de Thau sur les déchets plastiques. Donc on voit qu'il y a aussi de nombreuses démarches qui sont menées en conchiliculture. Et il y en a autant, voire plus en pêche, sur toutes les différentes façades. On ne pouvait pas inviter tout le monde à cette table ronde parce que sinon on y aurait passé la journée. Mais l'idée, c'était de montrer un peu ce qui pouvait se faire. Et pour conclure un petit peu cette table ronde et faire un point final, je vais laisser la parole à Maëlys qui va nous parler de son innovation. Et alors, elle a une petite vidéo que je vais passer en même temps que je lui donne la parole. Ok, bonjour. Bonjour, je suis Maëlys Audugé, étudiante au lycée maritime du Guilvinec en pêche et gestion de l'environnement marin. Donc je vais vous parler d'une anecdote qui est arrivée janvier dernier où notre prof de sciences marines est venu nous dire qu'on allait effectuer un ramassage des déchets sur la plage. Donc le jour qui a été choisi, c'était vraiment un jour de tempête, de pluie, de vent. Donc on a pris nos cirés, nos bottes et nous sommes rendus sur la plage, accompagnés de 2 scientifiques. Donc nous avons ramassé ces déchets, les avons ramenés au lycée pour les collecter et les trier, puis les compter. Donc la première constatation qui a été faite, c'était que la majorité de ces déchets provenaient de l'activité de pêche, et plus particulièrement du chalut. Donc nous avons voulu comprendre pourquoi et comment ce déchet se retrouvait là de manière récurrente. Donc après diverses rencontres avec des professionnels et des discussions avec nos professeurs, nous avons pu en conclure que cela venait de l'activité de ramandage, donc le ramandage qui est la réparation du filet.
Donc, on a été contacté par le même moment par l'école de Tréguin, qui nous a fait part des mêmes constatations suite à un ramassage des déchets. Et une rencontre a été faite et nous avons pu discuter ensemble de la conception d'une poche qui collecterait les morceaux de bout après le ramassage. Donc j'ai voulu mener à bien ce projet et la conception de la poche de ramassage. Donc c'est une poche qui s'accroche à la ceinture du marin au moment de ramader. C'est une poche qui est rétractable et qui peut s'enlever à tout moment de la ceinture au cas où si un danger viendrait. La conception de cette poche, on l'a faite à partir de matières recyclées pour le prototype. Les résultats, ils ont été très concluants, à savoir que pour une brasse, donc un bras de filet ramandé, 25 morceaux de bout tombaient dans la poche et non au sol ou sur le pont du navire. Et pour compenser cette poche, j'ai eu l'idée également de grilles qui se situeraient au niveau des évacuations arrière du navire, qui permettraient de récupérer les morceaux de filet après le ramandage. Je suis encore sur cette partie, sur la recherche de comment je vais pouvoir mettre ça en place, parce qu'il y a beaucoup de critères à respecter, notamment pour la sécurité et la stabilité du navire. Et le but, ça serait que ces morceaux de filet soient récoltés pour ensuite, plus tard, en refaire de la matière première. Donc, promouvoir un circuit de renouvellement. Et l'objectif de ce projet, déjà, c'est de le faire connaître au plus grand nombre de la filière halieutique. Et ensuite, de pouvoir le donner prochainement aux élèves des lycées maritimes pour qu'ils puissent apprendre à ramander directement avec ces poches. Et ensuite, il faudrait que les armements et les marins puissent l'utiliser. Donc les retours qu'on a eus pour cette poche déjà ont été très positifs. Ils sont contents justement qu'il y ait une solution qui a été enfin trouvée pour répondre à ce sujet. Donc je pense qu'il y a énormément de choses à faire avec ces deux innovations. Merci beaucoup. Merci, c'est une super initiative. Donc c'est prix d'initiative maritime en collaboration avec le Crédit Maritime. Quel était le soutien du Crédit Maritime sur cette action ? Déjà j'ai reçu un financement, un financement de 500 €. Et ensuite j'ai un accompagnement dans mon projet avec eux et d'autres partenaires qui étaient présents dans le jury. Super. Et du coup, tu peux évaluer le coût que ça a, c'est fait encore maison et tu n'as pas encore d'idée de... Entre 20 et 30 €. Ok. Bon, donc c'est un coût très réduit, abordable. très abordable, c'est le but. Et les grilles arrière, donc il n'y a pas encore de modèle, tu n'as pas travaillé sur un prototype ? J'ai déjà fait la conception d'un prototype, mais ça ne m'a pas convenu. Du coup, je suis encore dans la démarche de recherche et du concept. Ta prochaine étape, c'est de communiquer dans les différents lycées. C'est ça. Ou tu veux appeler carrément, aller sur les ports. Mais carrément aller sur les ports, aller voir les marins, leur montrer, discuter avec eux, et puis commencer à lancer la fabrication de ces sacs. Super. Donc Vincent, il va falloir ramener ça en Normandie. Hein. et Eric, de toute façon, vous avez l'air déjà assez intéressé sur l'introduction, donc il faudra aussi communiquer, j'imagine. Non, je trouve l'idée super bonne parce qu'on ne pense pas à ces petits bouts qu'on coupe. Mais c'est vrai que de cumuler sur une année, sur le nombre de filets qu'on répare, l'idée est super bonne. L'idée est bonne. Et puis l'idée du sac, encore mieux. Donc on va se voir bientôt. Oui. Parfait. Après, ça, c'est des déchets de chalut, comme on en a rapidement parlé avant. Pour le moment, il n'y a pas encore de solution pérenne. Mais déjà, si on peut collecter tous ces morceaux, ça permettra déjà de faire un travail de prospection plus important sur la valorisation possible qu'on peut en faire. Tu vois ça comment, toi ? Tu voudrais continuer à travailler sur le développement de ce projet oui. Ou bien, parce que tu es en quelle année Je suis en 2e année de BTS et je compte poursuivre ce projet. Ok, parfait. Jusqu'au bout.
Bon, ben, on te relaiera l'information pour essayer de t'aider dans la communication. En tout cas, c'est une super initiative. Ça permet de montrer un peu tout ce qu'on peut faire dans le secteur de la pêche. Je ne sais pas si vous avez des questions qui... Oui, bonjour, Georges Lelec de la coopération maritime. Par rapport à ce que j'ai vu là concernant toutes les présentations, ma question c'était un peu concernant la responsabilité élargie du producteur. Ou s'il y a quelque chose qui est mis en place ou pas, si ça existe. Alors, la responsabilité élargie du producteur, à l'heure actuelle, elle n'est pas mise en place. Alors, il y a deux types de REP, entre guillemets. Il y a la REP réglementée, qui est décidée régie par une loi. Hein. C'est un peu arbitraire, entre guillemets. Puis il y a la possibilité de mettre en place une filière REP, que l'on appelle REP, mais à tort, une filière volontaire plutôt, qui se base sur une logique de REP. À l'heure actuelle, il n'y a rien d'obligatoire au niveau de la pêche. C'est juste que l'Europe va pousser dans ce sens, et si la France décide d'être le bon élève, elle va rebondir assez rapidement sur cette éventuelle réglementation. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Merci. Donc Christian Guillaumard, je suis responsable chez Intermas de l'aquaculture. Vous avez parlé tout à l'heure des poches ostréicoles qu'on récupère, qu'on recycle. La matière récupérée, alors juste une précision, la matière récupérée ne part pas complètement dans des poches qui sont recyclées, mais ça va aussi dans d'autres grillages. La matière récupérée, elle n'est pas mélangée non plus, parce qu'une fois qu'on mélange la matière première avec un autre produit, elle est plus recyclable, ou très difficilement recyclable, donc le cycle est coupé. Donc plus on a matière vierge, mieux c'est. Deuxième chose, le sac à bout. Si vous cherchez quelqu'un pour le distribuer dans le monde entier, je suis preneur, honnêtement. Et j'avais une autre question, c'est sur les filets. Les filets trémailles et compagnie, monofilaments, qui sont recyclés. Donc vous parliez qu'il faut recycler les filets, mais les cordages, ils ont fait quoi ? C'est les cordages, c'est ça ? Ah bah pour l'instant, on n'a pas de voie de valorisation sur les cordages qu'on récupère. On les stocke, mais non, en plus c'est du polypropylène ou en tout cas c'est pas du PA et pour l'instant on n'a pas de voie de valorisation. Parce que en fait, ce qui est intéressant dans le PA, c'est que monétairement, ça a une valeur forte. Hein. Et oui, beaucoup plus que du PE ou PPE. Donc c'est pour ça. Pour les cordes qui sont souvent en polypropylène, en effet, il n'y a pas de... Alors, il y a sans doute des choses qui se font, mais c'est toujours une question de rentabilité économique qui se pose. Par contre, il y a des travaux qui sont faits, notamment sur les cordes d'amarrage des bateaux du transport, où ils sont intégrés en cimenterie pour pouvoir consolider. Donc peut-être que ce sera une piste qu'on pourra envisager au niveau du monde de la pêche, mais pour le moment, c'est pas encore complètement abouti. Donc voilà. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut rebondir. C'est bon, du coup, j'ai un micro. Bonjour, Paul Thomas, France Filière Pêche. J'avais une question qui concernait la deuxième partie de la réduction en fait, des plastiques dans la filière halieutique, qui était plus sur la partie nouvelle solution en fait, en ce qui pouvait concerner les engins de pêche autres que le plastique. Parce que c'est vrai que là, dans la table ronde, ont été beaucoup abordées les pistes de retraitement une fois que le plastique était utilisé. Et j'ai vu qu'effectivement, lors de la présentation au début, vous avez évoqué Indigo, qui justement est un projet Interreg sur des engins de pêche biodégradables. Et je voulais savoir s'il y avait d'autres initiatives des professionnels ou en tout cas des instituts scientifiques sur ce sujet-là. Oui, et en fait, Laurent Ségron-Massé du SMEL dans le département de la Manche, il y a beaucoup de choses qui bougent en ce moment et beaucoup d'initiatives. Notamment, nous, dans la Manche, on commence à réfléchir sur... parce qu'on travaille beaucoup, nous, au SMEL, avec les professionnels, les conchiculteurs et les pêcheurs. C'est nos deux axes de développement. Et notamment sur la conchiliculture, à réduire les fuites de déchets. Par exemple, les élastiques conchilicoles. Travailler vraiment main dans la main avec les professionnels pour regarder quelles sont les pratiques
Ça varie énormément d'un bassin à l'autre. Il y a des secteurs qui sont beaucoup plus battus. Donc comment on peut réfléchir pour déjà faire un état des lieux des pratiques, comment ces poches sont installées, comment elles sont accrochées. Ça peut vraiment d'un bassin à l'autre être très différent, et voir un peu quelles solutions alternatives on peut proposer pour justement limiter ces fuites-là. Donc ça, c'est une idée qui est actuellement en cours. Bon, je pense que ça va déboucher sur un petit projet qu'on va faire avec eux. Il y a, comme le disait Mathilde dans la présentation, le SMIDAP travaille sur, notamment avec Intermas, Monsieur Guillaumard ici présent, sur un prototype en bioplastique pour les moules, les filets à moules. Donc là, il y a tout un travail qui est fait avec eux. Là, on retombe un peu dans les déchets plastiques, mais en Bretagne, je sais que ça existe aussi. Nous, dans la Manche, on voit de plus en plus de bennes, de bacs à marée qui s'installent tout le long du trait de côte. Bon, c'est très bien, on ramasse les déchets, etc. Les gens sont sensibles à ça, mais après, ces déchets-là, qu'est-ce qu'on en fait? Comment on peut travailler après derrière avec les collectivités, surtout avec maintenant les nouvelles communautés de communes? Voilà, quelles actions on peut mettre en place avec eux? Voilà. J'ai peut-être oublié quelque chose, mais je vais passer la parole à Morgane, peut-être sur le projet Indigo. Merci Laurence. Oui, moi je voulais juste rajouter justement sur le projet Indigo. Donc, je suis Morgane de Rouanet, je travaille à l'Université Bretagne Sud. Et on a initié le projet Indigo donc, avec Laurence notamment et d'autres partenaires. Et ce qu'on voulait à tout prix mettre en œuvre dans le projet Indigo, c'était de faire une formulation qui soit biodégradable en mer. Mais c'est que cette formulation soit transposable à d'autres secteurs. Donc en fait, c'est pas que forcément pour le milieu de la pêche, mais il y a également plein d'autres... par exemple, il y a des emballages, il y a les cotons-tiges qui se retrouvent tout le temps en mer. Donc cette formulation-là pourrait servir de base aussi pour nourrir d'autres secteurs en fait. Et donc nous, on s'est vraiment focalisé sur 2 durées de vie pour le milieu marin. Donc une très très rapide en moins de 6 mois donc pour le milieu de l'aquaculture, où il y a vraiment beaucoup de demandes. Et une un petit peu plus... on va dire normale, entre 2 et 3 ans pour les filets de pêche plus traditionnels. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'après beaucoup d'enquêtes, les filets, souvent, ils sont remplacés après 1 an d'utilisation. Donc finalement, on se rend compte qu'on est sur des temps... on n'est pas trop déconnant sur nos temps de durée de vie. Donc voilà. Et dans la partie pêche, pour répondre à ta question, Paul, il y a le parc naturel marin des Estuaires Picards et de la mer d'Opale qui travaille sur des filets, des nappes de filets biodégradables avec une entreprise qui s'appelle Seabird. Alors ils ont eu des petits retards techniques parce qu'il fallait pouvoir tresser, monter la nappe, etc. Mais voilà, donc ils travaillent sur du biodégradable. Autrement, c'est vrai que c'est encore un peu à la marge, mais ça commence à venir. Il y a aussi des fabricants qui travaillent un peu sur l'éco-conception pour essayer de voir si c'est viable. Mais après, il y a une question aussi de rentabilité économique. À quel prix on le revend? Il faut que ce soit acceptable pour les professionnels de la pêche. Donc ça demande quand même un peu de travail pour que ça soit pérenne. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, je vous remercie. S'il n'y a pas d'autres questions, on va clôturer là. Je vous remercie et je remercie tous les intervenants de la table ronde.